prisonniers qu'il avait officiellement enregistrés. On m'a pas rendu 4000. Lorsqu'au mois de septembre 1956-57, j'ai fait le compte, il m'en manque trop. Où sont-ils? Dans les camps, à Pont-de-Cazel, même pas. Je suis allé à Pont-de-Cazel pour voir, il n'y était pas. Il a disparu. Les Ouèdes, la mer, les renvoyés. Renvoyés les crevettes d'Ijar, comme ça qu'on appelait les hommes. On mettait les pieds dans une bassine de ciment. Quand c'était pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne peut pas admettre ça, on ne fait pas la guerre comme ça, c'est pas possible. Et pourtant, les techniques de la bataille d'Alger seront enseignées dès mai 1958 dans un centre d'entraînement à la guerre subversive créé par le ministre de la Défense Jacques Chaban-Delmas à l'initiative de Bijar. Viendront s'y former des officiers français, mais aussi portugais ou israéliens. La bataille d'Alger aura aussi son manuel. Intitulé La guerre moderne, il a été rédigé par le colonel Trinquier, le chef du commandant Ossarès. Dans son livre, il justifie ouvertement l'usage de la torture comme une arme de la guerre antisubversive. C'est à l'école de guerre de Paris que s'effectue principalement la transmission. Les premiers émules sont argentins. Parmi eux, le général López Offranc, qui participera au coup d'État de 1976. En 1957, López Offranc est sélectionné par l'état-major argentin pour s'initier à ce qu'on appelle désormais la doctrine française, avec à la clé un stage pratique d'1 mois en Algérie. Les professeurs n'arrêtaient pas de nous parler de la guerre révolutionnaire. C'était quelque chose de tout à fait nouveau pour nous. En Amérique latine, nous ne connaissions pas à l'époque ce genre de problème. Il y avait bien sûr des luttes politiques, parfois violentes, mais pas de type subversif. Nous ne connaissions pas l'importance de la population dans ce genre de guerre. Pour nous, il n'y avait que la guerre classique, avec l'infanterie, le fusil, les chars, les canons. Mais jamais nous n'avions imaginé un ennemi qui tue avec un couteau ou qui étrangle avec une corde. Ici, j'ai beaucoup appris. Avec le sang, on apprend beaucoup. C'est ainsi que les méthodes de la bataille d'Alger sont exportées pour la première fois à l'école de guerre de Buenos Aires. En 1959, les armées françaises et argentines signent un accord qui prévoit la création d'une mission militaire française permanente dont les assesseurs s'installent à Buenos Aires, au siège de l'état-major argentin. Tous sont des anciens d'Algérie qui opèrent dans le plus grand secret. Aujourd'hui encore, le sujet est tabou. Aucun n'a accepté de parler du rôle de la mission devant une caméra. Oui, bonjour. Vous m'entendez, M. Bernard Cazomayo? Oui, M. Bernard Cazomayo. On était parti là-bas à la demande de l'armée argentine pour les renseigner la guerre révolutionnaire. La mission était pour ce sujet-là et pour rien d'autre. Le reste ne nous intéressait pas. Payés par l'armée argentine, les Français font traduire le livre du colonel Trinquier, dirigent des cours et publient des articles dans les revues militaires. Le thème, c'est toujours la guerre antisubversive, comme le reconnaît du bout des lèvres le colonel Bintresque. Oui, bonjour. Je voudrais parler à Robert Bintresque. C'est moi-même. On essaie de leur expliquer cette guerre subversive, cette guerre d'en dessous. Oui, puis une sorte d'ennemi qui n'est pas forcément l'ennemi auquel ils étaient habitués. L'ennemi, c'est parfois le gars avec qui vous prenez un whisky, hein. L'influence des Français culmine en 1961 avec l'organisation à Buenos Aires du premier cours interaméricain de guerre contre-révolutionnaire auquel participent 14 pays. Son directeur n'est autre que López Offranc, qui en a confié l'encadrement aux militaires français. Il y avait des officiers de tout le continent? Oui, de tout le continent américain nord et sud, y compris des États-Unis. Tous les officiers étaient réunis dans notre école de guerre. C'est moi qui ai dirigé le cours. Et Bintresque fut mon plus proche collaborateur. Est-ce que vous aviez participé? Un rôle que le colonel Bintresque a toujours du mal à assumer aujourd'hui. C'était uniquement argentin. Hein. Disons qu'ils ont utilisé nos cours pour faire les leurs.
C'est vrai que les États-Unis étaient jaloux? Oui, les États-Unis voulaient que les Français s'en aillent. Ils voyaient d'un mauvais œil le rôle des Français. Mais les Américains ne connaissaient rien à la guerre révolutionnaire. Ils apprenaient en même temps que nous. Dans un courrier adressé au ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Blanquet du Chayla confirme la jalousie des Américains. Ironie de l'histoire. Alors qu'il avait été réalisé pour dénoncer la guerre sale menée par les Français, le film La bataille d'Alger a été utilisé pour former les militaires argentins à la lutte antisubversive. Qui a fourni la copie du film? Mystère. Alors, tu pouvais pas te décider sans faire tant d'histoire? Ça aurait été mieux pour toi. Hannibal et Julio étaient cadets dans la marine argentine quand on leur présente le film en 1967. 5 ans plus tard, les 2 officiers seront emprisonnés, puis limogés de l'armée pour avoir dénoncé l'usage de la torture. Ce ne sont pas des souvenirs agréables parce que tout ça, je l'ai vécu dans ma propre chair. Qui vous a présenté ce film à l'école navale? Nous étions cadets à l'école navale. C'est le directeur d'études, avec l'aumônier militaire qui était en charge de l'école navale, qui nous ont présenté le film. Il y avait, disons, un accompagnement religieux. L'aumônier militaire justifiait les méthodes de la bataille d'Alger? Tout à fait. Y compris la torture? Oui, elle n'était pas considérée comme un problème moral, mais comme une arme de combat. Il faut savoir qu'ici en Argentine, tout un secteur de la hiérarchie catholique a complètement soutenu ce genre de pratique. En revoyant ce film, je me dis qu'ils nous l'ont présenté pour nous préparer à une guerre qui n'était pas celle pour laquelle nous étions entrés dans l'école navale, c'est-à-dire la guerre régulière. En fait, ils nous préparaient à une guerre irrégulière, en nous habituant petit à petit à des méthodes qui seront largement employées par la suite. Rien à voir avec la guerre contre un ennemi extérieur. Ici, on nous prépare à des tâches policières contre la population civile, qui est devenue le nouvel ennemi. Est-ce que la torture était utilisée à l'époque dans l'armée argentine? Avant ça, non. Des amis officiers m'ont raconté en 1969 qu'ils s'étaient entraînés à la torture sur des prisonniers vivants, au Brésil et à l'école des Amériques, au Panama. Et ça ne concernait que les officiers spécialistes du renseignement. À cette époque, la torture et les exécutions sommaires n'étaient pas encore utilisées massivement. L'école des Amériques de Panama. Ce nom est toujours associé à l'histoire des dictatures latino-américaines. Créée en 1946 par les États-Unis, l'école se spécialise dans la guerre antisubversive au milieu des années 60. C'est ainsi qu'au nom de la lutte contre le communisme, 60 000 officiers latino-américains seront entraînés dans ce qu'on appellera l'école des dictateurs. Cette histoire est connue, mais ce que l'on sait moins, c'est le rôle qu'ont joué les Français dans la formation des instructeurs américains. Tout commence en 1960 quand Pierre Messmer est nommé ministre des Armées. Il est contacté par les Américains au moment où se profile la guerre du Vietnam. C'est toute la théorie de la guerre révolutionnaire qui les a intéressés. Vous, en tant que ministre, vous avez reçu des demandes d'envoi d'instructeurs? Ils nous l'ont demandé, nous avons donné suite à leurs demandes. Et quel était le profil de ces militaires que vous avez envoyés là-bas, aux États-Unis? On s'efforçait d'envoyer des gens qui avaient l'expérience. C'était une question d'expérience, surtout. Et Ossarès, comment est-il devenu instructeur à Fort Bragg? Il est devenu instructeur à Fort Bragg parce que c'était un spécialiste. Quand les Américains ont demandé des conseillers techniques, je suppose que l'état-major de l'armée a dû prendre ses listes et désigner des hommes qui avaient appartenu aux états-majors en Algérie. Et en particulier, qui avaient eu ces missions d'interrogation des prisonniers, etc. Et Ossarès était l'un des meilleurs spécialistes de la guerre révolutionnaire. Enfin, pour la France, en tout cas. Oui, Ossarès, je crois, n'est pas un penseur. Je crois que c'est un exécutant.
1961, le commandant Ossarès est nommé auprès de l'attaché militaire de l'ambassade de France à Washington, dont dépendent 10 officiers de liaison. Tous sont des anciens d'Algérie, répartis dans les différentes écoles militaires américaines. Ossarès, lui, rejoint Fort Bragg, le siège des forces spéciales qui interviendront massivement au Vietnam.